Bonjour, bienvenue sur le podcast Sur la ligne, le podcast champ gauche du Cannes Football Club qui s'intéresse aux deux côtés du football et du soccer, celui des tribunes, des enjeux et celui du terrain. Nous parlerons aujourd'hui du football vu et vécu à travers les yeux d'un footballeur, de qu'est-ce que c'est qu'une carrière, comment elle se prépare, de la préformation jusqu'au premier match pro, des clubs où on passe, de ceux qu'on y apprend, des choix de carrière, des pays où on passe et de ceux qui vous marquent, de MLS et de binationalité. Mon invité a joué dans de grands clubs en France et à l'étranger, et international sénégalais, c'est Ricardo Fati. Salut Ricardo. Salut, bonsoir. Je te remercie d'abord d'avoir accepté mon invitation, c'est très gentil à toi. On va Avec commencer plaisir. par le début. Comment est-ce que toi, t'as commencé le foot? Moi, j'ai commencé le foot un peu comme tous les gosses, hein. C'était en bas de chez moi, dans la rue, avec le plaisir, la passion. Voilà, donc moi, j'ai grandi dans la région parisienne, dans le 94 et dans l'Essonne, dans le 91. Donc, c'est tout naturellement que j'ai commencé à jouer au foot avec mes amis, mes cousins, mon grand frère également. Et voilà, c'est comme ça que de fil en aiguille, j'ai commencé à intégrer des petits clubs, les clubs de ma ville. Ensuite, j'ai eu la chance d'intégrer l'INF La Fontaine à l'âge de 13 ans. Et c'est là que ça a vraiment un peu, on va dire, c'est là que ça a vraiment commencé. C'est là que l'idée de devenir professionnel, elle a commencé un peu à À germer mûrir. dans ma tête. Voilà. Mais c'est ça, donc on peut rappeler que ton frère, il a aussi fait une carrière dans le foot, c'est Jacques Doudou Fati qui est passé Mhm. entre autres Ouais. par Rennes, par l'Australie. Eh Ouais. bien, on va en effet parler de l'INF Clairefontaine. Donc l'INF Clairefontaine, c'est le centre de préformation nationale qui a le privilège d'être dans l'ensemble du château Clairefontaine. Donc c'est aussi là que se font les rassemblements de l'équipe de France, de la grande équipe de France et de l'équipe Ouais. des espoirs. Donc Exact. on a déjà un peu parlé avant le podcast et tu me disais qu'il y a la présélection et je le savais, elle est très difficile. Il y a plus de 1000 gamins. Donc Mhm. on va évidemment rappeler que c'est des gamins qui sont seulement de la région parisienne, mais comme la région parisienne, c'est le creuset du football français et que plus de 30 à 40% des professionnels français sont issus de la région parisienne, on imagine bien que sur une petite classe d'âge, eh bien le niveau il est très fort. C'est l'endroit où aller si on veut réussir. Donc Mhm. 1000 gamins En et il y effet. en a seulement 25 qui sont présélectionnés. Et ton frère Ouais. a réussi. Et donc toi, Mhm. tu te présentes pour aussi essayer d'intégrer l'INF. Alors comment est-ce que ça se passe concrètement? C'est ça. En fait, il y a plusieurs tours qui se mettent en place. Tout au long de l'année. En fait, c'est à partir de tes 12 ans, tu t'inscris et puis tu passes les différents tests. Au début, ça passe le test de jonglage, les tests techniques, des matchs. Et donc, au fil en aiguille, c'est vrai que les taux se resserrent. Et plus les tours passent, et plus on se retrouve avec un nombre limité de joueurs. Comme tu l'as bien dit, ça commence avec des centaines de joueurs, et puis après, de fil en aiguille, on se retrouve avec 50, 40 joueurs. C'est là que le niveau il commence à être vraiment intéressant. Comme tu l'as bien dit, c'est vrai qu'en Ile-de-France, il y a un très important vivier de jeunes talents, donc c'est pas évident d'intégrer cette sélection. Et j'ai eu la chance d'être sélectionné parmi la promotion. Donc moi, je suis né en 86, donc c'était la promotion 86 plus Atem Ben Arfa qui était lui 87, mais qui a été surclassé avec nous. Ouais, exceptionnellement, Ouais, ils ont accepté Atem Ben Arfa parce qu'il était vraiment au-dessus du lot. Donc t'as dit que t'as eu la voilà. chance, t'as aussi eu le talent, t'as aussi eu voilà, enfin, la force de travail. Enfin, t'es arrivé, t'étais prêt et le jour J, eh bien, t'as livré ce qu'il fallait livrer, t'as livré la marchandise, comme on dit au Ouais, Québec. c'est ça. Après, c'est vrai que faut faire preuve de caractère, faire preuve voilà, d'un talent. Mais c'est vrai qu'à 12-13 ans, c'est pas facile de vraiment de s'exprimer au niveau de son talent. Donc, il y a aussi une part de chance qui rentre en ligne de compte parce qu'il y a aussi le côté physique qui est pas forcément développé chez certains. Donc voilà, c'est bien d'intégrer Clairefontaine, mais il y a aussi bien évidemment d'autres jeunes qui n'ont pas intégré le centre, mais qui ont ensuite fait des belles carrières. Évidemment. Donc voilà, mais après c'était quand même aussi une belle chose d'intégrer vraiment ce centre qui est considéré comme un des meilleurs centres en France, voire en Europe. Oui,
qui est exemplaire dans le sens où il a été reproduit ailleurs et où voilà. Chaque année il y a énormément de techniciens qui viennent à Clairefontaine pour voir comment est-ce que tout ça fonctionne. Toi, tu as été dans une année qui était en effet exceptionnelle à plusieurs titres. Comme tu l'as dit, dans ta promotion, il y avait entre autres Hatem Ben Arfa, mais ta promotion a été filmée pour un documentaire qui s'appelle À la Clairefontaine, hein, qui est disponible en ce moment sur YouTube, enfin qui est toujours disponible sur YouTube, et où on voit, on vous voit sur l'intégralité d'ailleurs de la formation. Donc on voit le petit Ricardo Fati qui arrive et qui est vraiment émerveillé par Clairefontaine. Et c'est vrai que on a eu l'occasion de parler il y a un moment pour préparer le podcast et tu m'as dit que, enfin, tu avais toujours ce souvenir des terrains magnifiques, tu avais ce souvenir des équipements Adidas. Est-ce que tu peux nous en parler un instant rien que de ça? Et aussi de l'équipe de France, voir ses joueurs. Voilà, c'est surtout ça, surtout l'équipe de France, le fait de voir des super terrains quand on est jeune, quand on est fan de foot et qu'on voit ça, on n'a qu'une envie, c'est d'y intégrer. En plus, moi, j'ai eu la chance d'y aller régulièrement avant de passer les tests parce que mon frère y était avant moi. Donc, je connaissais déjà un peu l'endroit. Et voilà, tu as tout résumé, hein, les, les équipements. En fait, le documentaire le montre assez bien, quoi. On a tous des étoiles dans les yeux quand on voit les Zidane. Et à l'époque, c'était les tout nouveaux champions du monde. Donc, on va dire que c'était encore plus beau, quoi. C'était juste devant nous. Nous, on les voyait à la télé à l'âge de 13-16 ans, côtoyer des grands joueurs comme Thierry Henry, Zidane, Thuram. Forcément, ça fait rêver, mais ça motive et ça donne envie justement de poursuivre une carrière professionnelle. Exactement. Et c'est vrai que parmi tous ces joueurs, il y a, comme tu l'as dit, Thierry Henry, qui lui a une autre particularité, c'est que lui, il a fait Clairefontaine. Et donc finalement, c'était pour vous l'exemple ultime. Et il a fait Clairefontaine, il a percé en plus très jeune, et il est devenu champion du monde. Voilà, c'était l'exemple qu'on nous rabâchait à chaque fois. Thierry Henry, bon, il y avait aussi Anelka à moindre mesure qui était aussi à Clairefontaine. Il y avait aussi William Gallas. C'est des exemples voilà, qui nous a toujours voilà, motivés, donné envie. En plus, Henry était particulièrement proche de l'INF. Dès qu'il avait un moment, il essayait de passer nous voir, de passer dans notre bâtiment pour voir les jeunes. Donc voilà, encore une fois, c'était une source de motivation supplémentaire. Et grâce à tout ça, on a pu poursuivre notre rêve d'être professionnel. Malheureusement, bon, forcément plutôt, il y en a qui n'arrivent pas à percer et d'autres qui ont réussi. Après nous, par ma promotion donc des 86, on a eu la chance d'avoir une promotion assez exceptionnelle parce que sur les 24-25, on est plus d'une dizaine qui ont réussi à sortir pro. Donc c'est quand même quelque chose d'assez rare. Que normalement, ça tourne plus autour de 5-6 par promotion. On a été une bonne dizaine, donc ça a été une bonne cuvée. Une bonne cuvée, exactement. Donc dans cette cuvée, on l'a dit, Hatem Ben Arfa, Abou Diaby, mais il y a aussi Quentin Weisberg, le gardien actuel de Toronto. Exact. Ouais, et donc toi, quel souvenir est-ce que tu as de ces trois joueurs? Quelle relation tu as avec ces trois joueurs? Déjà, avant toute chose, Abou Dhabi, jusqu'à présent, c'est un de mes meilleurs amis. C'est quelqu'un qui a une personnalité vraiment exceptionnelle, qui était aussi un joueur exceptionnel parce qu'il a mis un terme à sa carrière dû à ses blessures, les blessures qu'on connaît. Malheureusement, il avait un corps très fragile. Abou, un super mec et un super joueur depuis l'âge de 13 ans. Hatem, pareil. Hein. Hatem, c'est un vrai phénomène, un très grand talent. Depuis l'âge de 12 ans, il arrivait à dribbler de 13 jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui, il arrive à te faire chavirer un match. Donc c'est un talent un vrai talent brut. Malheureusement aussi, il n'a pas réussi à exprimer tout son talent au très haut niveau. Et puis Quentin, c'est le travail, la définition du travailleur. Et ça n'a pas été facile pour lui tout au long de sa carrière. Il a connu le chômage, il a connu les petites divisions, le national. Il a connu en plus un gardien, donc c'est un poste encore particulier. Il a souvent été numéro 2. Et là, il a 33 ans, il s'éclate enfin en plus en MLS, lui qui est américain. Donc voilà, comme quoi, il n'y a pas de chemin, quoi. Il n'y a pas de mode d'emploi en fait dans le football, quoi. Tu peux percer très tard, tu peux être un talent et pas percer.
Voilà, chacun fait son chemin. Exactement. Quels souvenirs, toi, tu as de Clairefontaine? Si je te dis Clairefontaine, quels sont les premiers souvenirs qui te viennent? Ben, moi, le premier souvenir de Clairefontaine, forcément, c'est l'amitié qu'on avait entre nous, parce qu'on partageait tous le même rêve. À cet âge-là, à 13 ans, 16 ans, on a tous le même objectif pro. Et puis c'est aussi, on va dire, un kiff, si je peux le dire ainsi, c'est un kiff qu'on partage tous ensemble. Donc c'est encore innocent, il y a pas ce côté concurrentiel et tout. On est tous ensemble, on s'entraîne ensemble, on joue ensemble. Donc il n'y a pas encore ce côté vraiment où on doit plus ou moins se faire concurrence pour sortir pro. Donc c'est vraiment un endroit où on a pris beaucoup de plaisir. On a beaucoup, bah, jusqu'à présent, la plupart de mes coéquipiers de promotion sont encore mes amis. Donc il y a des liens très forts qui se créent là-bas. Donc je ne garde que des bons souvenirs et voilà, c'est la camaraderie, pardon. Exact. Donc c'est vrai que donc à Clairefontaine, concrètement, qu'est-ce qu'on apprend? Parce qu'on est, comme tu l'as dit, on est jeune. C'est pas un Mhm. centre de formation, c'est seulement, seulement, c'est déjà un centre de préformation. Alors est-ce qu'on Information. apprend la technique, on apprend de la tactique, on apprend, on habitue son corps à l'effort, on habitue son corps. Enfin, il y a aussi une dimension physique, une dimension de perfectionnement physique ou perfectionnement des qualités Voilà, c'est ça. physiques. En fait, c'est exactement ça. C'est surtout basé sur la technique. Les bases de la technique. Littéralement, ils vont t'apprendre à faire une passe, à te faire une bonne passe. Ils vont t'apprendre à comment tirer dans un ballon. Donc voilà, c'est cette application, cette rigueur dans les gestes les plus simples en fait. La faute c'est simple. Là. Ils vont pas te former physiquement parce que bon, entre 13 et 13 ans, t'es encore loin d'avoir atteint ton potentiel physique maximum. Donc ils insistent sur le fait, voilà, d'être très 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 précis dans les gestes les plus simples. Passe de l'intérieur du pied, tu peux faire des passes pendant 2 heures à entraînement, tu peux faire des passes, des frappes pendant 2 heures après le jour d'après. Donc il y a très peu de physique forcément, mais c'est beaucoup axé sur l'aspect technique pendant ces 3 ans. Il n'y a pas trop D'accord. de il y a pas de compétition, donc voilà, ils veulent, enfin leur souci premier était vraiment de former des joueurs fins techniquement et des joueurs qui arrivent aussi à résoudre des problèmes collectivement aussi. Exact. Et voilà, c'est à ça que je voulais aussi revenir. C'est une question que j'avais. Tu m'as dit que ce que tu as appris à Clairefontaine, ça t'a servi toute ta Mhm. vie. Et surtout, tu t'étais rendu compte en faisant le tour d'Europe qu'il y avait dans beaucoup de championnats, dans beaucoup d'équipes, des joueurs qui n'avaient pas ces bases-là, les bases techniques, les bases tactiques et des choses aussi simples que quoi faire en cas de 3 contre 2, c'est-à-dire il y a trois joueurs, il y a trois Mhm. attaquants contre deux défenseurs. Comment arriver, voilà, voilà, à pas se faire prendre le ballon, comment marquer clairement quand on est en supériorité numérique, Ouais. aussi quoi faire Mhm. quand on est dans l'autre situation, quand vous avez trois personnes qui vont vers votre but et que vous n'êtes que deux défenseurs et gardiens. Voilà, c'est ça. C'est résoudre des solutions tactiques, résoudre ce genre de situations-là, apprendre voilà à utiliser la bonne surface de pied quand il le faut. C'est des petits détails que bon que ça, dans certains pays, dans certains clubs, où certaines personnes vont pas prêter l'attention, mais des choses qui vont être primordiales pour l'évolution du jeu en fait. Mm. Quand on voit justement même un joueur comme Thierry Henry, la manière dont comment il utilisait son plat du pied par exemple à Arsenal, Ouais, pour certains c'était assez inédit quoi. Mais pour lui c'était normal parce que il avait appris ça avec clairement. La Fontaine, Mm. savoir décaler un joueur quand il fallait, savoir enrouler, savoir tirer en finesse au lieu de tirer en force comme un bourrin. C'était l'école de La Fontaine. Et je pense que, comme tu l'as dit précédemment, Thierry Henry, c'est exactement c'est l'exemple parfait en fait de Ouais. Clairefontaine. Et ce qui vous C'est ça. expliquait. Et donc la fameuse frappe enroulée de Thierry Henry, elle porte la marque Clairefontaine. Ça c'est super Ah intéressant. ouais, c'est Clairefontaine. Donc, après lui, il a une Il anecdote l'a assez, perfectionné assez évidemment et marrante par rapport à ça. il a beaucoup Parce travaillé. que en fait, lui, il disait aussi qu'il tirait souvent l'extérieur parce que comme il avait les Copas mondiales, les fameuses Copas mondiales, Adidas avec la languette, il voulait pas trop salir sa languette, donc il tirait souvent avec le plat du pied. Donc c'est pour ça qu'il est devenu fort du plat du pied. C'était D'accord. aussi la petite anecdote. Ah, c'est une jolie petite anecdote. Pour toi, qu'est-ce qui fait la différence entre ceux qui ont réussi et ceux qui n'ont pas fait carrière à la mesure de leur talent?
et, Bah, et aussi de la préfo qu'ils ont faite. Hein. ouais, après, je dirais que c'est plus une dimension mentale après. Parce que quand on arrive justement en centre de formation, à Pâques-la-Fontaine, c'est une autre mentalité une autre approche du football qui arrive en fait, parce que justement ça devient beaucoup plus concurrentiel. Parce que maintenant les jeunes pensent à sortir pro, pensent à jouer, pensent à être performants, et il n'y a plus trop, on va dire, d'entraide entre les jeunes, entre les joueurs. Ça devient beaucoup plus individuel, et là il y a une dimension individuelle, une dimension plus aussi physique qui rentre aussi en ligne du compte. Donc il faut aussi intégrer ça pour essayer de sortir pro. Malheureusement, il y en a qui passent à travers, et il y en a comme moi par exemple, ou comme Abou Dhabi et Ben Arfa, qui ont vite assimilé ça et qui ont réussi à sortir pro. Après, il y a toujours encore ce facteur chance qui fait que tu es au bon moment, au bon endroit, dans le bon club, et tu arrives à percer, quoi. Ouais. C'est Il y a particulier. de la chance, ça j'en suis sûr, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de travail. Je Ouais. vous rappelle évidemment, pardon, on est d'accord. Ah oui, il travaille aussi, bien sûr. Évidemment. Évidemment, je vous conseille, mais très vivement, de regarder ce reportage, qui est ce documentaire, qui est sur YouTube. C'est facile à trouver, à la Clairefontaine Football, et que vous trouverez facilement. Et je voudrais aussi rendre hommage à Claude Dussault et à Franck Raviot. Donc Claude Dussault, c'était le responsable de la formation, et c'est aussi la personne qui vous entraînait tous les jours. Tandis que Franck Exact. Raviot, lui, c'est à la fois l'entraîneur des gardiens, mais c'est aussi la personne qui s'occupe de vous le soir, qui travaille avec Voilà. les... À l'époque, bon, c'était déjà il y a 15 ans, 15-20 ans déjà maintenant. À l'époque, vu que Lucie, il était assez jeune, il s'occupait un peu de nous, c'était un peu notre surveillant en fait, tout en étant coach des gardiens, vu qu'il était assez jeune aussi en âge. Bon, maintenant, il a pris de l'expérience aussi, il a pris du gabarit, il a pris du coffre au niveau du coaching, il est Il devenu faut le dire, maintenant, aujourd'hui, il est entraîneur des gardiens de l'équipe de France, et voilà, donc il est champion du monde. voilà, maintenant Il a été champion du monde maintenant gardien avec équipe de l'équipe de France. France, les mêmes aussi, même comme le bras droit de Deschamps aujourd'hui, donc Tout à c'est fait, vraiment oui, il quelqu'un est exactement coach de assistant, oui, très il est coach respectueux et adjoint. très respectable. Et c'est aussi grâce à lui aussi en partie qu'on a réussi à se développer. En fait, Clairefontaine, c'est aussi l'éducation aussi. C'est Mm. un peu eux qui nous ont aussi éduqués. Donc c'est pour ça qu'on est reconnaissant envers ces personnes-là aussi. Exactement, donc c'est vrai que si on continue sur Franck Raviot, quand on regarde le reportage, on se rend compte que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'exigences à votre égard, qui est très sévère, mais qui est profondément juste. Et c'est vrai que quand il vous gronde, quand il vous enguirlande, on voit bien que il le fait parce qu'il est obligé, mais que ça l'embête et que et pourtant il le fait. Et comme tu le dis, il est très très grand et très baraqué, et qu'en plus il a une grosse voix. Quand il gueule, c'est vrai que c'est super impressionnant. Et c'est ce mélange en fait, et c'est cette humanité qui moi m'a beaucoup plu dans, je peux pas dire son personnage, mais voilà, dans la façon dont il s'occupait de vous. C'est à la fois, voilà, c'est le fameux Exact. gangster dans une mante de velours. Il est à la fois très exigeant parce qu'il sait qu'il n'a pas le choix et parce qu'il sait qu'il est en train de former des joueurs évidemment, mais aussi de former des hommes. Et voilà, donc toi, tu as aussi ce genre de Exactement. souvenir de lui. Ah, Et c'est Claude ça, Dussault, c'est tout ouais, résumé. parfait, merci. Et Pardon? Claude Dussault, lui, il est en charge de la formation. C'est vrai que c'est le personnage central de Clairefontaine, enfin de votre promotion en tout cas. C'est lui qui Mhm. est là sur les terrains, c'est lui qui vous explique voilà les exercices, c'est lui qui a aussi des relations avec les parents, qui a des relations avec les enseignants parce que vous allez à l'école et que on voit bien dans le reportage que l'école c'est important et que pour Ouais. l'INF, c'est important que vous ayez de bons résultats scolaires ou au moins des résultats scolaires corrects et que Mhm. s'il y a des problèmes de résultats scolaires, eh bien ça peut avoir des conséquences très importantes. On peut même se faire exclure de l'INF et on voit aussi il me Exclure. semble, l'épouse de Claude Dussault qui fait qui aide là, Les copains particuliers, ouais, les bien sûr. copains, les élèves un peu en difficulté. Ouais. Et C'est donc ça, ouais, c'est exactement ça. Donc à et, Clairefontaine, ils attachaient beaucoup d'importance aussi sur le côté comportemental. mm, Comme tu disais, comme tu as bien résumé aussi, ils veulent faire des footballeurs de haut niveau, mais ils veulent surtout faire former des hommes aussi. Donc c'est aussi pour mm, ça. Ils nous préparaient aussi plus ou moins
pas au monde réel, mais on va dire au monde extérieur, au monde adulte en fait. Donc au monde D'accord. professionnel, qui est aussi un monde adulte. Donc on a été aussi préparé pour ça aussi. D'accord. Toi, tu as eu la chance, au moins au début de la formation, d'avoir ton frère avec toi. Et je suppose que c'était vraiment enfin, ça a été pour toi un appui, non? Ça a été important ou finalement, Ça n'a pas été facile tous les jours. Hein. je peux bien Ça n'a imaginer. pas été forcément une chance pour moi. Non, ça n'a pas été forcément une Ouais, chance pour toi? quand il y avait des bêtises, quand il y avait des soucis, forcément, j'étais le premier à trinquer. Tu te Vu qu'en faisais plus gronder que deux nous, fois. Tu te faisais gronder par Franck Raviot, par ton exactement, frère, ouais, exactement. par tes parents, En par. plus, Jacques, à l'époque, c'était vraiment on va dire un espoir Ouais, dans le football français, même à l'époque de Clairefontaine. très grand espoir. Ouais. Il était déjà en équipe de France, tout ça, donc vraiment, il était là. En tout cas, comme on dit, il me regardait vraiment avec des gros yeux, quoi. Donc, il devait pas trop faire le malin à l'époque. D'accord. Et c'est vrai que déjà à l'époque, on voit que c'est un caractère, c'est quelqu'un de très calme, mais quelqu'un d'extrêmement mûr pour son âge. Et il est resté. C'est ça que même au début de sa carrière, c'est quelque chose qu'on a beaucoup dit de lui. On a beaucoup dit que malgré son C'est âge, vrai. eh bien, il avait cette maturité, cette intelligence, et que Maturité, Hum, exactement. c'était un. Exactement. Bah, parfait. À la fin de Clairefontaine, eh bien, tu as l'opportunité Ouais. d'intégrer un club professionnel et tu choisis ben, le plus grand club de France, le Racing Club de Strasbourg, que tu intègres avec un de tes amis, Habib Belaïd, qui a fait comme toi le Clairefontaine. Donc quand tu arrives à Strasbourg avec Habib, je suppose que c'est un vrai avantage d'arriver à deux et de pas être tout seul. Ça, en fait, moi, je passe au Strasbourg en 2002 à l'âge de mes 16 ans et j'ai la chance de partir aussi avec deux autres amis à moi de l'INF, Ah donc d'accord, qui était deux. Habib Belaïd et aussi un autre qui s'appelait Fabien Paul, mais qui n'a Ouais. pas réussi à percer lui. Et après, bon, je me suis aussi retrouvé avec Kevin Emero là-bas. Et c'est vrai qu'en jeune, on avait quand même une promotion assez intéressante. Et on a aussi la chance d'avoir été, on va dire, encadré et recruté par Marc Keller et aussi Jackie Liguet-Pérou à l'époque. Ils ont vraiment insisté, enfin mis l'accent sur la formation à l'époque à Strasbourg et pareil, de fil en aiguille, on a gravi les échelons et puis on a fini par sortir professionnel là-bas, plus ou moins tous ensemble. D'accord. Donc Marc Keller aujourd'hui c'est le président actuel. Donc c'est vrai qu'il est, Ouais, il est passé par Strasbourg, il a été dirigeant et puis après il est allé dans d'autres clubs, entre autres à Monaco et maintenant il est revenu. C'est lui qui a permis la ouais, renaissance de ce club qui était mort. ouais. Alors explique-moi qu'est-ce qu'on apprend en centre de formation et quelle est la différence entre le centre de formation et Clairefontaine. Déjà, en formation, on arrive plus âgé, on arrive à partir de 16 ans, donc on est presque majeur, donc ça devient beaucoup plus pragmatique. On apprend vraiment le côté tactique, toujours un peu de technique, mais bon, le corps se développe davantage, donc on commence à prendre aussi à prendre un peu de physique, donc il y a beaucoup de plus de charge d'un point de vue physique. Après, par rapport à Clairefontaine, comme je le disais précédemment, c'est beaucoup plus individuel parce que donc maintenant les jeunes joueurs cherchent à sortir pro, donc euh, on va- on tire pas, les gens ne tirent pas la couverture pour soi-même, mais ça devient de plus en plus individuel, plus en Il y a plus vraiment la de concurrence et compétition entre les deux. c'est ça, c'est ce que tu expliques en fait. Pardon? Tu expliques que quand on arrive en centre de formation, il y a une vraie concurrence. On signera pas tous pro. Euh, Même Ouais. si on a du talent, tout le monde ne signera pas. Et donc finalement, il faut Mhm. évidemment être très bon, mais il faut aussi être en plus meilleur que les autres et pas forcément seulement meilleur que celui qui est au même poste que toi. Ouais, exactement ça. Il y a aussi plusieurs générations donc qui rentrent en ligne de compte. Après, il Mm. faut aussi voir aussi les besoins de l'équipe première. Donc, il y a aussi encore une fois toujours ce facteur chance qui fait que t'es dans le bon wagon quand le coach fait appel à toi aussi. Il faut être prêt. Donc, le centre de formation, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile pour le jeune footballeur. C'est une étape cruciale et très importante. Donc, encore une fois, moi, là, en parlant de mon cas, j'ai eu la chance aussi d'être bien encadré, d'avoir une bonne formation avec des bons éducateurs à l'époque.
il y avait justement le frère de Marc Keller, François Keller, qui a été mon coach en 18 ans et en CFA. On a bien travaillé aussi avec lui. Et puis voilà, à l'époque, Strasbourg avait des besoins en milieu de terrain et avait un manque de joueurs. Et puis c'est comme ça que j'ai pu intégrer le groupe pro et puis faire mon trou, quoi. Exactement. En centre de formation, je suppose qu'on apprend évidemment on perfectionne sa tactique, on perfectionne ses qualités physiques, on perfectionne la technique, mais on apprend aussi des choses différentes, comme par exemple gérer son argent, éventuellement des langues, la nutrition. Ça, c'est des choses aussi qui existent, qui sont importantes. Hein. Ouais, après, bon, l'argent, pas trop encore, parce qu'on est encore assez jeune, même si c'est vrai qu'on a un petit contrat avec un tout petit salaire, donc la dimension financière ne rentre pas encore en jeu Parce à qu'il ce faut vous moment-là. préparer à ça. Après, en effet, oui, ouais, on est plus ou moins préparé à ça, Mais mais pas tellement, d'accord. à mon époque, bon, même si je suis pas de la vieille école, hein, je suis pas de l'ancienne école, mais à mon époque, il n'y avait pas encore une vraie dimension financière. Il n'y avait pas vraiment tout cet argent qui rentrait encore vraiment au milieu, en fait. Il y avait vraiment encore ce souci de former, de jouer, de gravir les échelons. Et pour les langues, Après, la oui. nutrition, ça oui. Ouais, après les langues, ça reste encore au niveau de l'école parce qu'on est encore dans le circuit scolaire, donc forcément il y a le bac aussi. Donc il y a Donc toi, t'as eu encore le aussi bac. voilà, il y a encore ce parallèle entre justement le cursus scolaire et aussi le côté footballistique. Donc forcément, il faut aussi être assez fort mentalement pour associer les deux. Donc ouais, moi j'ai eu la chance d'avoir eu mon bac pendant mon passage à Strasbourg. J'ai même aussi fait une école de commerce là-bas à Strasbourg. Et donc voilà, moi de mon côté, sincèrement, ça s'est très bien déroulé à Strasbourg. Le seul petit hic, comme tu le sais, c'est que à la fin, j'ai pas signé pro là-bas parce que je suis parti donc à l'AS Roma. Mais sinon, ma formation à Strasbourg s'est déroulée vraiment sans accroc et voilà aussi. Quand on parle de Clairefontaine tout à l'heure, j'ai vraiment été bien rodé par rapport aux charges d'entraînement, à la mentalité, aux entraînements quotidiens, tout ça. Clairefontaine m'a beaucoup aidé par rapport à ça quand je suis arrivé à Strasbourg. Oui, c'est ça. C'est ce qu'il faut dire quand on arrive de Clairefontaine. Le rythme, on l'a quoi, parce que on a l'habitude d'avoir beaucoup d'entraînement, ce qui n'existe pas si on arrive d'un club un peu plus modeste, ou même si on arrive même si on a été formé depuis longtemps à Strasbourg. Donc c'est vrai que ça c'est une vraie chance. Moi je voulais, avant de parler de la l'AS Roma, je voulais te parler à un instant d'un jour. Alors je sais pas si toi tu t'en rappelles. C'est le jeudi 3 novembre 2005. Le jeudi 3 novembre 2005, tu étais sur la pelouse du Racing Club de Strasbourg, au milieu du stade de la Méno, et tu as joué contre Tromsø, donc en coupe de l'UEFA. Oui. Et dans Tromsø, il y a quelqu'un que nos amis de l'Impact connaissent bien, c'est Patrice Bernier, notre ami Patrice Bernier. Donc on va pas lui rappeler un souvenir douloureux, c'est quelque chose que je fais très souvent. Donc je m'en excuse encore une fois, mais je vais bien être obligé. Donc vous avez gagné 2-0. Donc évidemment, toi, est-ce que tu as un petit souvenir de Tromsø, de cette victoire? Ouais, je me rappelle parce que c'était un de mes premiers matchs en pro. En plus, j'étais titulaire. En plus, un match de Coupe d'Europe, donc c'est pas n'importe quel match. Donc, je me rappelle qu'on jouait avec une grosse motivation. Nous, en tout cas, à l'époque, les jeunes qui étaient sur le terrain. Et en plus, jouer contre une équipe norvégienne, c'était pas fréquent. Ouais, c'est pas commun. Bon, on connaît tous Rosenborg de nom parce que c'est la grosse équipe de Norvège, mais tomber sur une équipe Tromsø un peu exotique, nordique, on va dire. Ouais, différent, avec un étonnant, style. Ouais, voilà, un style vraiment nordique, hein, vraiment des joueurs, voilà, des combattants qui ont fait un très long déplacement pour venir chez nous. Donc c'était un match assez intéressant. Et puis moi je me rappelle, en plus on avait gagné, donc c'était un souvenir, un bon souvenir pour moi. Là, j'ai l'affiche juste devant moi et je me suis rendu compte qu'il y avait pour ce match 8516 spectateurs, sachant qu'à l'époque, la Méno pouvait accueillir plus de 30 000 personnes. C'est vrai qu'aujourd'hui, le stade il est plus petit, il y a moins de gens qui peuvent s'asseoir, mais il est plein et ils font 25 000. C'est vrai que voilà, par contre, Strasbourg a bien changé. Les matchs, par contre, les matchs d'après, que ce soit contre Bâle, même contre l'Étoile Rouge de Belgrade en groupe, le stade était plutôt plein et c'était vraiment c'était intéressant. Ouais. Je pense que Tromsø a moins attiré que Bâle ou Belgrade. Ouais. On va revenir à Michel, à Patrice
Barnier, parce que Barnier maintenant, il est coach adjoint depuis quelques jours de l'Impact. Est-ce que toi, tu peux nous expliquer quel est le rôle d'un coach adjoint dans un coaching staff? Bah, le rôle d'un coach adjoint, on va dire que la définition, on va dire, est dans la fonction. Il supplée un peu le coach principal, c'est lui qui s'occupe peut-être un peu de l'entraînement, qui suit le coach. Voilà, il relaie les directives du coach aux joueurs. On va dire le coach adjoint, c'est aussi le coach qui est un peu plus proche des joueurs par rapport au manager justement qui est au-dessus. Après, tout dépend de la relation que l'adjoint a avec le coach principal en fait. Après, voilà, le coach adjoint est surtout là aussi pour aider le coach principal, que ce soit aux entraînements ou en match, donner des petites consignes, je pense dans le cas de Bernier, il peut donner quelques tips, sinon quelques conseils aux joueurs vu qu'il était un coach sur le terrain il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, on va dire que c'est un peu le coach qui est proche des joueurs. Voilà. C'est ça. C'est exactement ça. Moi aussi, c'est quand on me demande, c'est le résumé que je fais, c'est que finalement, c'est celui qui a le beau rôle parce que, évidemment, il est au cœur de la machine, il va organiser les petits jeux, mais à la fin, c'est pas lui qui décide et donc, évidemment, il a une relation aux joueurs qui est bien plus simple et bien plus facile plus parce simple, que c'est pas fluide, lui, voilà. c'est pas lui qu'on va en vouloir si le samedi ou le dimanche on joue pas. Parfait. Voilà, Bien, il maintenant, on peut va servir arriver. de relais Ouais. aussi. Ouais, exactement. Il va servir de relais. Oui, et dans les deux sens, hein, finalement. Parfois, c'est l'entraîneur qui va, je suppose, lui dire, va voir tes joueurs et dis-lui qu'il faut qu'il s'accroche, qu'il est pas loin. Et parfois, c'est le joueur qui va le voir et il lui dit, est-ce que vous pourriez aller voir le coach et lui dire que j'ai peut-être difficulté ou alors voilà, qu'il faut vraiment me faire jouer, que j'ai toujours gagné contre, au hasard, Toronto, de ton ami Quentin. On va aller maintenant à l'AS Roma. L'AS Roma, donc Strasbourg ne te fait pas signer de contrat professionnel. L'AS Roma va profiter d'un match que vous avez fait en Coupe de l'UEFA pour te découvrir et pour aussi voir que bien même contre leur équipe, hein, tu as fait un très bon match et tu as montré que tu avais le niveau pour jouer dans cette équipe qui était l'une des plus belles équipes d'Italie à cette époque. Et donc toi, tu pars libre de Strasbourg pour signer à l'AS Roma et tu tombes dans un grand club. À la Clairefontaine, il y a le dernier épisode, c'est un épisode qui fait 7 ans après, et on découvre dans cet épisode où tu as vécu et dans quelles conditions tu as vécu la finale de la Coupe du Monde 2006. Donc moi, je me permets de le raconter. Tu étais à Rome, tu venais d'arriver à Rome pour commencer voilà la saison. Et donc tu es sur une des places principales de Rome, je suppose, dans un café, un beau café terrasse, entouré d'Italiens qui au début te reconnaissent pas parce que tu n'es pas encore très connu, parce que finalement ils sont beaucoup plus passionnés, on les comprend par l'écran que par leurs voisins. Toi, exactement, par la finale que par leurs voisins, toi et ton papa. Ouais, malgré tout, il y en a un qui me reconnaît malgré tout. Hein. Oui, on voit que rapidement il y en a un qui te reconnaît et là, à mon avis, ça a dû changer un petit peu aussi leur soirée. Ouais. C'est vrai que c'est un moment assez savoureux parce que bon, il y a cette effervescence et donc il y a évidemment un supporter qui te reconnaît et il reconnaît évidemment le nouveau joueur de la Roma, mais il reconnaît aussi un joueur français. Alors que c'est la finale entre l'Italie et la France, donc c'est vrai que on peut imaginer que voilà que c'était des soirées assez étonnantes. L'Italie gagne, bon toi t'es triste, eux ils sont contents et au bout de quelques temps, eh bien les champions du monde italiens reviennent avec à leur tête Francisco Totti. Alors, raconte-nous, qu'est-ce que ça fait quand on côtoie des monstres comme Francisco Totti? Ouais, c'est clair. J'arrive dans un vestiaire, un très gros vestiaire où je côtoie 3 champions du monde, 3 néo-champions du monde, que ce soit De Rossi, Totti et Perotta. Et c'est clair que arriver dans un club, en plus c'était à l'époque, enfin jusqu'à présent, ça reste un grand club en Italie. En plus, c'était une saison où on fait quart de finale de Champions League, où on gagne la Coupe d'Italie, on finit vice-champion d'Italie. Et donc, c'était vraiment une saison vraiment enrichissante. Le fait d'évoluer, en plus, avec des champions du monde comme Totti, De Rossi, encore une fois. Mais des gens super humbles, des joueurs super humbles et super ouverts. C'était mes coéquipiers, tout simplement. Le fait que je sois là-bas, même si j'étais considéré à l'époque comme le petit jeune,
J'avais que 20 ans et tu sais qu'en Italie, Mm. même quand tu as 20 ans, 22 ans, tu es toujours considéré comme un jeune là-bas. Donc j'étais le petit jeune, le petit français qui était là, qui apprenait. J'ai eu aussi la chance d'être avec Mexès aussi, Philippe Mm. Mexès qui était là-bas à l'époque, qui m'a pris un peu sous son aile, qui m'a beaucoup aidé là-bas aussi. Je tiens à le souligner. Et donc voilà, c'est vraiment une très belle expérience, un très bon souvenir. J'ai pas eu beaucoup de temps de jeu, j'ai eu aussi quelques blessures, mais Spalletti c'était un coach extraordinaire qui m'apprécie beaucoup aussi. J'ai eu la chance d'avoir deux grands coachs là-bas, que ce soit Spalletti ou Claudio Ranieri. Et Ouais. voilà. Encore une fois, le fait de côtoyer des champions du monde, ça m'a beaucoup fait évoluer en tant que joueur et aussi en tant qu'homme, en tant que footballeur. Et ça, c'est des genres d'expériences qui vont aussi me servir pour après ma carrière, j'en suis sûr. J'en suis sûr. Ouais, parce évidemment, on apprend mieux et plus vite à leur voilà, à leur contact. Et évidemment aussi, À leur contact. Ouais. ouais. Évidemment aussi, c'est aussi des joueurs qui sont connus pour être de grands professionnels. Et c'est vrai que bon, enfin, c'est pas, il y a pas de surprise. Hein. Les grands joueurs sont souvent de grands professionnels, donc c'est vrai Ouais. qu'on apprend aussi à leur. Moi, même Totti derrière on va dire sa façade devant son côté un peu sympathique, son côté un peu blagueur, s'il peut donner. Mm, C'est vrai que derrière, c'était un gros travailleur. Il arrivait mm, toujours en premier entraînement, travaillait toujours que ce soit des coups francs, ses frappes, son jeu en général. C'était un très gros bosseur. Bon, De Rossi, j'en parle même pas. Parce que jusqu'à présent, à 35 ans, 36 ans, il est encore ouais, actif. Il est du côté de Boca Junior. mm. Et ouais, j'ai eu la chance de voir ça de mes propres yeux, de côtoyer ça. Donc, quand je te disais avant que ça va me servir pour ma carrière, ça, là, c'est des choses voilà, qui m'inspirent et qui me donnent envie de transmettre aussi dans le futur. Pourquoi pas? Évidemment. Donc ouais, comme tu l'as dit, Daniel De Rossi, il a signé à Boca. Est-ce que ça t'a Mhm. étonné? Parce que ça, c'est aussi deux grands joueurs de club. Il faut aussi dire que c'est des joueurs qui ont fait leur Ouais, carrière à la Roma. Et je crois que Totti, il est même romain de naissance, il me semble. Donc toi, ouais, ça t'a étonné que ouais, De De Rossi aussi, ouais. Rossi, ouais, ça t'a étonné qu'il parte à Boca? Comment est-ce que toi tu as vu ça? Tu t'es réjoui Ah, pour moi, ça lui? m'a étonné. Hein. Ça t'a Ça m'a étonné. vraiment étonné. Hein. C'est vrai que je pensais qu'il allait vraiment finir sa carrière à la Roma. Après, bon, certaines histoires, certaines péripéties ont fait que ça n'a pas été possible. Ouais. Après, bon, je me suis dit, bon, à la rigueur, il va peut-être faire un petit club à côté en Serie A pour terminer, peut-être. Mais le fait qu'il traverse l'Atlantique pour signer à Boca, si tu peux aussi sentir que c'était vraiment aussi un rêve de gosse, ça, Ouais. de signer pour ce club-là, pour jouer dans ce stade-là. Donc, c'est vraiment quelque chose de magnifique. D'ailleurs, je n'ai parlé avec lui. Hein. Je parle avec lui des fois sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Je l'ai félicité et puis il est vraiment très content de tenter l'aventure. Tu m'énerves. Tu m'étonnes, pardon, tu m'énerves. Mais je pense que justement, le côté énervé, quand on va à Boca, c'est évidemment un rêve de gosse, hein, c'est ce qu'il a dit, mais c'est aussi un risque Ouais. énorme. Parce que, bah, évidemment, en Argentine, il va être entendu par la Bombonera, et je pense que Bah, se faire siffler par un moi, stade, c'est jamais agréable, mais je pense que, non, voilà, sincèrement, je pense qu'à son niveau maintenant, je pense que même les supporters comprennent qu'il est venu plus ou moins pour un kiff, quoi, si je peux m'exprimer ainsi. ouais. Parce que voilà, partir à 35 ans après une carrière bien remplie, voilà, un milieu de terrain, c'est pas un attaquant, c'est pas un jeune joueur, Hmm, c'est pas un Argentin, c'est un Italien qui a fait toute sa carrière à Rome, un Romain. Voilà, il est hmm, parti, c'est vraiment un cri du cœur, quoi. Après, hmm. je pense que même s'il n'est pas performant, je pense pas qu'ils en Je tiendront crois que ça vraiment rigueur. passera. Ouais. Non, Ça tu as tout à passera. En son plus, raison. bon, Ouais. il a marqué pour son premier match déjà, donc Ouais. c'est bien. Et mais non, je pense pas. Puis en plus, voilà, il a le mec, il a 36 ans. Il est venu vraiment pour découvrir l'atmosphère, le stade, la Bombonera, tout ça. Je pense pas que vraiment qu'il s'attend de sa part des grandes performances, quoi. En plus, depuis 2 ans à la Roma, il est plus ou moins performant, donc je pense pas qu'ils vont s'attendre à quelque chose de grandiose de sa part. Non, mais je pense il va livrer la marchandise. Moi, j'ai pas peur. Je sais il va réussir et ça va être génial. Ça va Mais vraiment ouais, être je pense génial de qu'il le a voir. encore, Ouais, il en a encore sous le pied, ouais. Il peut ouais, encore donner quelque ouais, chose. ouais. Exactement. Il a de beaux restes. Après la Roma, eh bien, tu pars au Bayern, en Allemagne. On va peut-être passer rapidement sur le Bayern Ouais. parce qu'après, tu pars en Grèce, hein, à Larry Salonique. Donc, Ouais. évidemment, la Grèce, c'est un grand pays de football, c'est un grand pays de supporters. En Ouais. deux mots, quel souvenir toi tu as de la Grèce?
Non, franchement, en 2 mots, j'ai un très beau souvenir parce que je suis arrivé dans un club que je connaissais pas au début particulièrement, l'Aris Salonique. Mm. En fait, c'est surtout Hector Cooper, le coach de l'époque, l'ancien coach de l'Inter, qui a vraiment voulu que j'atterrisse là-bas. Et donc, ils m'ont fait signer, ils faisaient l'Europa League. Donc, là-bas, j'ai signé pour 3 ans. J'ai fait 2 saisons là-bas. La première saison s'est passée à merveille. On faisait l'Europa League, tout se passait bien. L'équipe était performante. On avait battu l'Atlético Madrid, qui était à l'époque tenant du titre. Mm. On avait même joué contre les Leverkusen, qui était mon ancien club à cette époque-là. On avait fait des bons petits matchs. Rosenborg aussi, l'équipe norvégienne. Et donc, je suis resté pour la seconde saison, mais malheureusement, la seconde saison, ça s'est plutôt mal passé parce qu'il y a eu la crise, la montée de la crise financière à l'époque qui est passée par là. Donc, ça a frappé le football grec de plein fouet à cette époque. C'était en 2010, 2011, 2012, par là. Donc, du coup, on n'a plus été payé, on a des retards de salaire, ça devient plus compliqué de jouer et tout ça. Et donc, c'est après cette saison, j'ai cassé mon contrat avec l'Aris Salonique et je suis Ouais, et tu arrives en reparti Turquie. à Ajaccio. Ah, Je suis Ajaccio, parti à pardon. Ajaccio en Ouais, France. Ajaccio. Ouais, Et c'est après Ajaccio que tu 2012. arrives. Ouais, c'est après Ajaccio que tu arrives en Turquie. Après Ajaccio, je pars sur Liège, en Belgique, Liège, un ouais. an, au Standard de Liège. Voilà. Pareil, des très bons souvenirs, nickel. Ouais. Et c'est après, en 2015, donc, que je signe en Turquie, à Bursaspor. D'accord. Et donc là, tu es toujours en Turquie, tu es plus à Bursaspor, mais tu es toujours en Turquie. Donc Ouais, la Turquie, c'est un pays qui est absolument magnifique et qui en ouais, plus est la petite information touristique qui est accessible en vol direct depuis Montréal grâce à Turkish Airlines. Turkish ouais. Airlines, c'est une compagnie qui est peu connue mais qui est de grande qualité. Ah, Je suis pas Turkish encore Airlines, maintenant, il devrait ça être devient une des, sponsorisé. Turkish Airlines, si tu nous entends, hein, n'hésite pas à nous sponsoriser. c'était clair. Mais en plus, Turkish, ça commence à devenir une très grosse compagnie Très parce que grosse maintenant, compagnie. c'est une des compagnies qui Mm. dessert le plus de destinations au monde, hein, Exactement. d'Istanbul, hein. Donc, C'est exactement ça. un Ouais. petit sponsor encore une fois. Voilà un petit sponsor, voilà. Ricardo, les Cannes Football Club et moi, on est d'accord pour vous représenter, pour faire votre publicité. Ricardo, Avec plaisir. Ricardo parlera et nous on se mettra derrière, on fera des coucous. Voilà. Donc la Turquie, donc c'est un pays que tu as adopté, que tu aimes. Tu es déjà à ton deuxième club, c'est ça, en Turquie. Alors qu'est-ce qui te plaît en Ouais. Turquie? Bah, en Turquie, c'est surtout la ferveur des supporters. C'est comme tu l'as dit, c'est un pays qui est fou de foot, mais vraiment fou de foot. Qu'ils en parlent au quotidien, qu'ils aiment beaucoup leurs équipes. Ici, il y a vraiment une locomotive de trois gros clubs qu'on connaît tous, hein. Galatasaray, Fenerbahçe et Beşiktaş, qui sont, euh, qui sont très difficiles à aller chercher pour le titre. Mm. Donc, ils ont des moyens vraiment plus importants que les autres équipes. Mais après, tu as d'autres équipes derrière, comme Trabzon, Bursaspor, tu as aussi nous, du Karagümrük, on commence à revenir dans la danse, qui ont des moyens intéressants et qui arrivent à tirer des joueurs quand même pas mal, des joueurs, que ce soit des joueurs africains ou des joueurs d'Europe. Et c'est aussi un championnat qui apprécie les joueurs trentenaires, en fait. Donc, ça veut dire qu'ils ne se soucient pas trop de l'âge. À partir du moment où tu es performant, où tu peux encore donner encore quelque chose voilà, à l'équipe ou à la ligue, ils te recrutent sans problème, quel que soit l'âge. On l'a vu il y a quelques années, ils ont recruté Van Persie, des joueurs comme Podolski, comme Nani, qui est maintenant à Nader, Orlando. Voilà, donc c'est une ligue qui favorise les trentenaires. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de joueurs plus ou moins en fin de carrière qui viennent finir en Turquie parce que ça reste quand même une ligue compétitive, mais qui peut accueillir des joueurs trentenaires. Et, donc c'est un bon compromis. exact. Donc, quand on va à Turquie, à Montréal, on salue le copain Ali Kizarnis, évidemment. Et Mhm. la Turquie, c'est aussi le pays c'est un grand pays de football, c'est un pays de football. Donc c'est vrai qu'on voit chaque année l'accueil que peut avoir ces joueurs qui arrivent à l'aéroport. Il y a une foule énorme, ils Voilà. Ouais. chantent, voilà. Et donc ça, c'est vrai que c'est toujours impressionnant. Et puis c'est aussi des stades qui sont des véritables cocottes minutes. Alors, quelle Ouais. ambiance est-ce que quelle est l'ambiance la plus folle que toi tu as connue? Plutôt en Turquie ou plutôt en Grèce, qui est aussi un pays connu pour ses ambiances explosives? Bah, en fait, en Grèce, on va dire, il y a seulement deux, trois stades qui est vraiment bouillant, en fait. Mm. Que même l'AEK Athènes ou Panathinaikos, ils ont des bons supporters, mais le fait qu'ils jouent au stade olympique avec la piste Mm. d'athlétisme, Ouais. ça aide pas trop.
Donc il y a surtout l'Olympiakos ou les clubs de Salonique, le PAOK ou la RIS qui peuvent donner l'ambiance. Mais en Turquie, tu peux aller dans quasiment toutes les équipes, il y a vraiment des très belles atmosphères. Tu peux aller à Istanbul, dans les 3 clubs d'Istanbul. Tu peux partir à Trabzon, c'est extraordinaire. En plus, depuis 4-5 ans, tous les stades sont rénovés en Turquie. Donc vraiment, tu vois des stades magnifiques avec des belles ambiances et franchement, c'est vraiment agréable à jouer. Même chez nous, à Ankara, on a un stade sympa de 20-25 000 places, mais qui est souvent plein, qui fait du bruit, avec des très bons supporters. Donc c'est aussi ce que les joueurs recherchent, c'est aussi l'ambiance, le C'est ça. week-end, que tu partes jouer à Izmir, à Göztepe, ou que tu partes jouer à Bursa, ou Antalya aussi. Il y a vraiment des beaux stades et des belles installations aussi. C'est un pays qui est aussi bien structuré au niveau de l'infrastructure, tout ça, au niveau des centres d'entraînement. Et voilà, il fait bon vivre. Les salaires sont aussi intéressants, même s'il y a malheureusement quelques retards de salaire. Ça, c'est le petit point noir de la Mhm. Turquie. Mais sinon, franchement, enfin, moi, ça fait 5 ans que je suis là, je m'y sens bien, quoi. C'est ça, et c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, c'est que finalement, évidemment, c'est important le salaire, mais c'est aussi très important, et pas seulement pour la famille, d'être dans un club structuré, d'avoir des beaux terrains, d'être dans une atmosphère de travail qui est agréable, et puis le Ouais. week-end ou quand on joue, d'être dans un stade qui est bouillant, d'avoir des fans comme ça qui sont qui crient, qui te supportent et qui te poussent. Ouais. Quelle est la différence entre vivre en Grèce et vivre en Turquie dans la relation aux supporters? C'est-à-dire, est-ce que tu peux avoir une vie normale ou pas quand tu es footballeur pro dans une vie turque, dans une vie grecque? Ou est-ce que tu es un peu obligé de faire attention parce que de pas aller, enfin par exemple, tu peux pas aller au cinéma ou tu peux aller au cinéma, tu peux avoir une vie normale, tu seras pas trop Bah, sollicité. déjà, ce qui est important de souligner, c'est que, enfin, pour moi, hein, ayant vécu en Grèce et en Turquie, je te le dis franchement, en toute franchise, les Grecs et les Turcs, c'est les mêmes. C'est les mêmes types de peuples. La seule différence, c'est la religion. T'as les Grecs qui sont chrétiens et les Turcs qui sont musulmans de confession. Mais Je de trouve qu'il y a une vraie ressemblance. Parce que leur c'est des culture, peuples qui s'entendent pas forcément bien, mais tu penses quand même que, voilà, c'est enfin, ça. En fait, vu l'extérieur, il y a quand même c'est une des vraie frères ressemblance. ennemis. Ouais. C'est des frères Parce qu'on est ennemis. frères. Mais voilà. Mais franchement, la culture est la même. Le mode de fonctionnement dans leur club, même dans la vie de tous les jours, est la même. C'est des pays méditerranéens. Un peuple qui est assez chaud, qui est très accueillant aussi. C'est pour ça, je te dis, pour un joueur de foot, c'est bien dans le sens où au début, tu es très bien accueilli. Même au quotidien, quand tu vas dans les restaurants ou même dans la rue au quotidien, tu es très bien accueilli, très chaleureux, les gens sont gentils avec toi. Après, c'est vrai, des fois, c'est souvent poussé à l'extrême, dans un côté ou dans l'autre. Quand ça se passe mal, c'est vrai que ça peut être un peu plus compliqué pour Hmm. sortir, par exemple. Mais c'est vrai que ce soit en Grèce ou en Turquie, le fait d'être footballeur professionnel, ça a du bon parce que tu es reconnu socialement, tu es plus ou moins valorisé, les gens t'apprécient réellement. Pas forcément pour l'argent ou par rapport à la célébrité, mais parce que Hmm. voilà, le fait que tu représentes aussi la ville, le club, ils aiment ça en fait ici. C'est ça la différence qu'il y a par rapport à l'Europe, je dirais. C'est pour ça que les joueurs aiment bien venir ici parce que avoir cette sorte de reconnaissance innocente, hein, pas forcément en rapport avec l'argent ou la célébrité, mais vraiment parce que ils aiment avoir des footballeurs en fait. Hmm. Et ça peut être le cas en France ou des fois peut-être en Ils te France. considèrent comme un des leurs, en fait. C'est aussi ça un petit peu. Moi, là, Ouais, j'ai enregistré un podcast exactement. hier Tu là-dessus. représentes. Hmm. Pardon. Ouais, ouais. Ah, excuse-moi, Vas-y. j'en ai un instant, je vais juste faire la promotion du suivant. J'ai enregistré un Ouais. podcast avec Timothée Mémon, qui est journaliste en France, et là-dessus, voilà, sur quand le football sauve une ville. Et c'est vrai qu'on a fait pas mal de parallèles en expliquant, voilà, aussi que finalement, bah, les footballeurs, ils représentent la ville et que les footballeurs, souvent, bah, ils ressemblent à la ville. Et les footballeurs qu'on aime le plus, c'est souvent des footballeurs bah, qui ressemblent à la ville. Donc, suivant les endroits, on va aimer, ben, je sais pas, les dribbleurs ou plutôt les joueurs qui sont très sérieux, Voilà, ceux qui exactement. vont tirer de loin. Ouais. Voilà, Strasbourg, bon, c'est un peu germanique, on aime bien les gens qui sont capables de faire des grosses frappes. Voilà. Et donc c'est vrai qu'ils Exactement. te considèrent Par comme un exemple, dealer et puis par tu rapport à ça, représentes le drapeau, c'est ça. ouais, Tu ça, par portes leur rapport à ça, drapeau tous par les. exemple, c'est à Ankara, même si c'est la capitale, mais nous, on a un club avec des valeurs vraiment de travail, d'effort.
Et c'est vrai qu'ils aiment bien des joueurs qui se mouillent le maillot au quotidien parce qu'on sait qu'on on sera pas forcément du niveau de Galatasaray et de Fenerbahçe, mais le fait de lutter contre eux, de montrer qu'on se bat pour essayer de les battre, c'est ça qu'ils apprécient. C'est le goût de l'effort, le goût du combat. Et c'est ça qu'ils apprécient aussi. C'est pour ça que voilà, dans cette équipe en Karaguju, je suis apprécié parce que voilà, moi c'est un peu les valeurs que je représente. J'essaie de me donner à fond à chaque match, au milieu de terrain, d'être performant. Et voilà, c'est comme tu as résumé, ils aiment bien avoir des gens qui les ressemblent, même si c'est des Africains ou des gens qui viennent d'ailleurs, des gens qui représentent la ville, qui représentent leur fanion, c'est ce qu'ils aiment ici en Turquie. Oui, ils respectent ça, que tu te battes pour leur club, pour leur ville, et voilà, que tu Voilà, représentes leur ville dignement. exactement. Euh, donc là, en ce moment, tu es à Ankara. C'est vrai que tu étais pas sûr de re-signer. Il y a eu une période de flottement parce que, Ouais, comme parfois, voire souvent dans les clubs turcs, mais il y a quelques petits problèmes de salaire. Et donc, ouais. tu as eu l'occasion de te poser la question d'aller voir ailleurs, de peut-être découvrir un autre championnat ou de changer d'équipe. Et est-ce que l'idée de la MLS a traversé l'esprit? Parce que je sais que tu as eu des contacts déjà. Alors, est-ce que tu peux peut-être Mhm. nous en parler? Bah, c'est vrai C'est l'instant que Impact Boom. avec la MLS, j'ai eu pas mal de contacts en cours de ma carrière, hein. Ça a commencé même très tôt, ça a commencé à l'époque en 2013, je pense, ou 2014. Ah oui. À l'époque, ouais, à l'époque où New York City se créait, Ouais. il y avait un des dirigeants justement du City Group qui était français d'ailleurs, c'était un des recruteurs de Manchester City, qui m'avait repéré lors d'un match. Il m'avait dit ouais, qu'on peut faire l'affaire justement avec cette équipe justement de Manchester City. Et ben bon, moi à l'époque, comme enfin, j'étais pas non plus très jeune, mais j'étais pas non plus très âgé. J'avais, je sais pas, 27, 28 ans. Je privilégié encore une carrière en Europe, donc j'ai pas, enfin, j'ai reporté ça à plus tard. Après, c'est vrai, chaque année, j'avais plus ou moins des possibilités de partir en MLS. Je pense que j'avais un profil qui intéressait. Bah après, c'est vrai, j'ai tendance à décaler. Après, je suis arrivé en Turquie, je suis resté en Turquie. Je pouvais pas partir pour X, Y raison. Et même cet été-là, j'ai eu encore des agents qui m'appelaient par rapport à la MLS. C'est vrai que là, j'ai commencé à y réfléchir sérieusement parce que là, je commence à avoir un âge avancé. Et finalement, je me suis rassis avec Ankara Gücü, on a discuté. Donc mes dettes qui me devaient ont été réglées. Et puis donc on est reparti sur un contrat avec eux. Vu que je suis bien ici, j'ai continué. Mais c'est vrai que le fait, enfin je pense que là, bon, à mon âge, c'est compliqué peut-être de rattraper la MLS, mais je pense que ouais, c'est un petit truc qui me reste un peu en travers de la gorge de ne pas avoir pu connaître la MLS dans ma carrière. Parce que bon, tu me connais, avec mon frère, on a beaucoup aimé voyager. Mon frère a fait l'Australie, a fait la Chine, moi j'ai fait la Turquie, j'ai fait la Grèce, Italie, etc. Et c'est vrai que finir en MLS, ça aurait pu être intéressant pour nos carrières respectives, mais malheureusement, ça n'a pas pu être le cas. C'est pas fait. Mais moi, Ouais. ce que je voulais dire, c'est que finir en MLS, dans ton cas et dans le cas, je crois, de beaucoup de joueurs, ça veut pas dire partir en vacances. Ça veut dire aller en MLS et jouer Ah et non, non, voilà et tout donner. C'est ça. Parce bien que c'est sûr, vrai bien que sûr. parfois, on peut avoir un, un regard un peu, enfin, les Français, ils ont souvent l'impression que finalement, ces joueurs qui ont fait carrière en Europe vont en MLS pour partir parce que c'est un peu les vacances. C'est vrai que très souvent ils choisissent aussi des destinations. Moi j'ai fait un podcast avec mon copain James Simona, avec mon copain Borat, James Simono. Là-dessus, c'est vrai que souvent ils choisissent plutôt des destinations agréables. Là, ils vont sans doute pas mal aller à Miami, ils vont à Orlando, ils vont aller à LA, Hmm. ils vont aller à New York. Mais on peut être, voilà, on peut aller en MLS. C'est exactement ce que toi tu aurais fait parce que je te connais en étant toujours aussi ambitieux, en donnant autant que ce que tu aurais donné en Italie, en France ou en Ouais. Turquie. C'est ça. Ah, bien sûr, bien sûr. Après, non, après, en plus, moi, connaissant bien le championnat, je sais que le championnat d'année en année, il est en train de monter en niveau. Il n'y C'est a aucun exactement problème. ce que j'allais dire. Quand on voit une équipe comme Atlanta United, Mm. le niveau qu'ils affichent aujourd'hui, c'est extraordinaire. Après, moi, en plus, j'ai beaucoup d'amis maintenant qui jouent en MLS. Que ce Mm. soit, il y a Wilfried Zaïbo qui est toujours, qui a Revolutions à New England. Il est parti, il a quitté l'Espagne. Il était
bien en Espagne. Il a joué à Valence, tout ça, en D2 espagnol. Et il est parti à New England, il a à 24 ans, 25 ans. Donc, il n'y a pas d'âge pour partir en MLS. Au contraire, après, c'est aussi un style de vie différent. C'est aussi un mode de vie qu'on veut connaître. C'est un championnat qu'on veut connaître. J'ai aussi, il y a plein d'amis. Il y a Pierazzi, à l'époque, était parti aussi. Et il y a Simon qui est parti, mais ils partent pas en pré-retraite. Simon, il est parti à l'Impact, ouais. Après, bon, Simon, c'était encore un problème particulier parce que c'est un choix familial. Mais il y a beaucoup de joueurs à moi, enfin des amis à moi qui sont partis. Il y a aussi Dielna, il y a Amad Biala récemment qui est parti à Portland. Pourtant, lui, il avait une très bonne réputation en Turquie. Il était considéré comme un des meilleurs défenseurs en Turquie, mais quand le Portland l'a appelé, finaliste des championnats plusieurs fois, tout ça, il n'a pas hésité. Ouais, et donc toi, grâce à eux, tu as aussi eu un certain nombre de retours de leur expérience, et c'est ce que tu disais, c'est qu'ils t'ont tous donné des expériences positives, t'ont tous dit que c'était un bon championnat, c'est ça? Voilà, c'était un bon championnat. Après, c'est bien parce que pareil aussi, ils peuvent aussi allier aussi le mode de vie entre guillemets un peu à l'américaine qu'on veut aussi connaître, que tous sont un peu curieux de connaître. Et après, même quand on voit les images, mais du coup, moi, j'ai Lamine Sané qui est un bon ami à moi. Lamine Sané, il y a aussi Djelna, il y a Zaibo, il y a Quentin Vesberg, évidemment, ouais. J'ai Quentin aussi qui est là-bas. Donc, forcément, j'ai aussi même un ami qui était avec moi l'an passé à Ankara, qui a signé à Columbus. C'est un Hollandais, il s'appelle Mokhtar. Maintenant, je suis le championnat MLS, je suis le championnat américain, comme je suis le championnat de Serie A, comme je suis le championnat de France. Et c'est un championnat qui est vraiment intéressant. C'est vrai que il y a quelques équipes qui n'ont pas encore le niveau, mais c'est un championnat qui reste intéressant à suivre. Exactement. Et c'est vrai que finalement, si la MLS, c'est vrai quand ils sont venus se chercher en 2014, c'était évidemment pas le même championnat que celui qu'il y avait aujourd'hui. Mais franchement, en 2014, ça m'a aussi un peu fait hésiter parce que c'est quand même un nouveau projet. Il y avait New York FC. New York, voilà. C'est une ville agréable. Voilà, c'est une grande ville. Ça m'a fait un peu hésiter, mais comme j'étais encore en Europe, j'avais encore des ambitions de taper, on va dire, dans les grands clubs européens. J'avais vraiment une envie de m'imposer encore en Europe. Donc je dis, bon, pourquoi pas plus tard. Et après, de fil en aiguille, ma carrière fait que la vie est passée. Voilà, il y a d'autres orientations qui se mettent en place et il s'avère qu'en Turquie aussi, je suis très bien aussi. Donc là, j'entame ma 5e saison déjà ici, donc je suis bien en Turquie aussi. Malheureusement, je ne vais pas me démultiplier. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient avoir Ricardo Fetti dans leur équipe. Ça j'aurais bien aimé aussi. J'aurais bien aimé jouer et en Turquie et en Italie. Oui, mais tu sais que t'as pas le droit de jouer l'un contre l'autre. Hein. C'est comme à la boxe. Deux frères ne peuvent pas s'affronter. C'est parfait. C'est exactement ça. Mais et moi je veux aussi redire, il y a quelque chose d'autre qui est intéressant dans ce que tu as dit, que j'avais aussi l'occasion de dire chez Borat, c'est que en France on a un intérêt, une fascination pour les États-Unis. Et c'est vrai que quand on voit là tes collègues, la plupart du temps les Français, quand on leur demande les États-Unis, c'est vrai qu'ils sont fascinés, et ils parlent NBA. Et c'est ce que je disais, c'est l'un des plus que peut avoir la MLS, c'est ça, c'est le mode de vie un peu à l'américaine, comme tu le dis, et puis aussi la possibilité d'aller voir du basket. D'ailleurs, tous les joueurs français passent par les matchs NBA. Tu as aussi une carrière internationale, donc avec le Sénégal. Tu es binational franco-sénégalais. Tu as joué en jeune pour la France, ça on le voit aussi dans le fameux reportage avec La Fontaine, on voit la fierté que tu as de porter le maillot bleu, le maillot avec le coq. Et à 16 ans, quand on joue pour la France, ce que ça représente. Ah, c'est clair, c'est une grosse fierté. Hein. Représenter son pays, c'est toujours une fierté. Surtout moi, mon père a un bon rapport particulier avec la France parce que son propre père aussi a été, on va dire, tirailleur sénégalais. Il a fait la Seconde Guerre mondiale. Il s'est battu pour la France, il est soldat français. Donc c'était une grande fierté pour mon père déjà de nous voir évoluer pour la France. En plus, c'est 2 fils, mon grand frère et moi.
Donc on a évolué jusqu'aux espoirs. Après, en grandissant, c'est vrai on fait aussi, comme je t'ai toujours dit, une sorte d'introspection. C'est vrai qu'en ayant des origines, on se pose toujours un peu la question. Et le fait aussi que le pays d'origine t'appelle, ça laisse pas non plus aussi indifférent. Donc, c'est un peu un tiraillement qui se passe dans le cœur, hein, même par rapport à sa carrière. Et après, nous, à la fin, avec mon frère, on a fait le choix de représenter le Sénégal. C'est pas des choix faciles, mais c'est une fierté d'avoir évolué pour la France, mais c'est aussi une fierté d'avoir évolué avec le Sénégal. Exact. Ouais. Moi, il y a une anecdote que j'aime beaucoup, que j'ai racontée chez Mathieu Lemay, mon copain du Mhm. Cannes. Et ton père, en fait, il est allé voir les formateurs à Clairefontaine et il est allé leur dire que tu as fait le choix du Sénégal, que ton frère a fait le choix du Sénégal, mais que c'était pas du tout, fallait pas qu'ils prennent ça comme un rejet de la France, que c'était juste, voilà, un choix d'homme. Et Mhm. il expliquait aussi à quel point il avait été reconnaissant à Clairefontaine, à la France, C'est ça, aux éducateurs, exactement. de vous avoir formé, d'avoir formé les footballeurs que vous êtes, mais aussi surtout d'avoir formé les hommes, et à quel point il avait été reconnaissant. Et c'est vrai que ça, c'est une anecdote que moi je trouve très forte, parce que c'est vrai que très souvent on a un peu l'impression, ou on donne l'impression plutôt d'ailleurs, que les footballeurs, eh bien, c'est un peu des Mhm. ingrats et qui quittent un club, eh bien, à la première occasion, et que voilà, que finalement ils changent de club comme de chemise. Ben non, Mhm. Ouais. c'est toujours un tiraillement de changer de club, de partir, de quitter son équipe, de quitter des dirigeants, des amis qu'on s'est fait sur place. Mhm. Et c'est vrai que cette anecdote, moi je l'aime beaucoup et j'avais vraiment été, c'est quelque chose qui m'a ému, qui a éveillé quelque chose en moi. Donc c'est vrai que c'était vachement beau de voir ton Non, père c'est faire clair, parce ça. que non, mais mon père, tu sais, avec mon père, il nous a toujours appris la reconnaissance. La reconnaissance, je pense, c'est la chose la plus importante qu'on puisse avoir. C'est comme on en a parlé au début du podcast, Clairefontaine nous a quasiment tout donné, nous a éduqués. Donc, dans un sens, la formation française nous a éduqués, la France nous a éduqués. Donc, comme je te disais, on est français, mais aussi sénégalais. On a fait un choix de cœur, mais aussi un choix aussi sportif, parce que on avait aussi envie d'aider le Sénégal. Après, c'est vrai que là, l'équipe de France possède des très grands talents, et nous, on se dit que à notre niveau, on peut aussi aider le Sénégal à atteindre les objectifs. Et mon père, jusqu'à présent, a toujours des bons rapports avec les membres de la Fédération française. Il est toujours en contact avec Dussault, même le fait qu'ils sont en retraite. Monsieur Raviot, je vais souvent aussi encore à La Fontaine, rendre visite, que ce soit l'actuel, enfin le directeur de l'époque qui était aussi Lafargue, et maintenant c'est Christian Bassila qui était avant à Strasbourg, qui a repris le flambeau du l'UNF. Donc Ouais. tout ça, on les connaît, et puis on fait partie de la formation française, on fait partie de la France, hein. Moi, je suis autant content quand la France gagne que quand le Sénégal gagne. Et puis voilà, comme je te disais, mon père nous a toujours appris la reconnaissance. Donc mon père, il a fait cette démarche tout naturellement. Bien sûr, il a remercié personnellement les personnes qui nous ont éduqués, et en tant qu'homme et en tant que footballeur. Et puis nous aussi, on a toujours été reconnaissants envers la France, envers la fédération. Il n'y a jamais eu de soucis, de grands soucis. Et puis après, maintenant, c'est comme ça. Malheureusement, enfin, malheureusement non. Maintenant, on a le choix de choisir, donc les joueurs choisissent. Mais après, chaque cas est particulier. D'autres vont dire, moi, je prends, par exemple, je vais signer pour l'Algérie. Enfin, signer. Je choisis l'Algérie parce que la France, pour moi, c'est pas possible. Il y en a qui disent, moi, je vais pour le Mali parce que le Mali, je me sens plus malien que français, ou vice versa, je me sens plus français que malien. Et donc voilà, chaque cas est particulier. Chaque joueur a sa relation avec son pays d'origine ou la France, quoi. Ça, et je pense que on doit respecter le choix de chacun. Évidemment qu'il faut respecter le choix de chacun, c'est une évidence. Raconte-nous la fierté de porter les couleurs des Lions et la passion folle au Sénégal pour la sélection. Ouais, moi, toujours une fierté de jouer pour le Sénégal, hein. C'est vrai que moi, j'y étais assez brièvement, et ça fait quand même pas mal d'années que j'y suis pu aller. Euh, les gens aussi sont très contents de voir les Lions sur le terrain, hein. C'est vrai que moi, à l'époque où j'étais, c'était pas facile. En soi, c'était
cette génération et beaucoup d'attentes. Malheureusement, on n'a pas réussi à être performant. On avait raté la Coupe du Monde en 2014, on avait raté quelques CAN, quelques Coupes d'Afrique, donc c'était pas facile. Mais là, depuis la nouvelle génération qui arrive, la génération de Sadio Mané, des Gay, etc. Donc ça va beaucoup mieux. Hein. Ils ont réussi à faire 2 finales de CAN, ils sont qualifiés pour la Coupe du Monde 2018. Donc là, tout rentre dans l'ordre, mais c'est pareil, le fait d'évoluer pour le pays de ses parents, de ses ancêtres, finalement, c'est un honneur aussi. Et le fait que tu choisisses ton pays d'origine, les gens sont très contents aussi. Évidemment. Évidemment, et puis c'est évidemment un rapport au football qui est différent du rapport qu'on peut avoir en France, un rapport à voilà, la sélection qui est différent. Je pense tu as dû vivre avec le Sénégal des choses que les joueurs de l'équipe de France ne vivent pas, c'est-à-dire cette espèce de voilà, enfin il y a une Ouais, c'est vrai. ébullition quand la sélection est présente à Dakar, il y a une ébullition dans la ville qui n'existe Ah, pas c'est en temps clair. normal et qui n'existe pas en En France. France, Voilà. ouais. C'est vrai, c'est particulier, c'est différent parce que voilà, le fait que ce soit des joueurs en plus où tous jouent à l'extérieur, tous jouent en Europe, tout ça. Ouais, Même le c'est vrai. fait que maintenant qu'il y a de plus en plus de joueurs de binationaux qui ont vraiment un statut de star en Europe, qui viennent jouer au pays, ça crée, comme tu as dit, une vraie osmose, quelque chose de grand. Donc c'est bien. Et c'est aussi une grande fierté aussi pour les familles en fait. Moi, quand j'allais en sélection, je voyais mes grands-parents au pays ou mes oncles et les tantes super fiers de dire que leur fils ou leur petit-fils, leur neveu joue pour la sélection. C'est un bonheur que tu leur donnes. Tu peux pas le mesurer ça. Ça n'a pas de prix en fait. Ouais. Et c'était aussi pour ça que j'avais envie de représenter mon pays en fait, le pays de mon pays d'origine. Ouais. C'est ce qu'ils Rendre disent aussi beaucoup de mes. footballeurs, qui font ça évidemment pour eux, mais qui font aussi pour ça pour voilà les grands-parents qui sont restés au pays Ouais, et ils expliquent que voilà que pour la famille qui reste dans le pays d'origine, eh bien c'est un honneur et qui est 100 fois plus grand que ce qui pourrait que celui de représenter la France évidemment. Bah, mais ça c'est aussi évidemment c'est magnifique. T'as parlé des proches. Explique-nous en quelques mots comment à quel point les proches sont importants dans une carrière. les proches aussi, l'entourage, c'est important. Parce que c'est eux qui te motivent au quotidien, c'est eux qui te soutiennent quand ça va mal aussi. Hein. Parce que dans une carrière de footballeur, tout n'est pas toujours rose. Hein. Tout ne va pas toujours comme tu le souhaites. Il peut y avoir des blessures, il peut y avoir des mauvaises performances, même des moments où tu es sans club. Et donc les proches, c'est super important pour le soutien en fait. Donc c'est pour ça c'est très important d'avoir des gens autour de toi, pas forcément la famille, hein, mais même les proches, les amis, tout ça, un entourage. Très important d'avoir un entourage fort et derrière toi pour te soutenir quoi qu'il arrive. Donc je pense que c'est même primordial même, pour un footballeur pour avoir une carrière saine et optimale. D'accord. Et donc c'est vrai que toi tu as eu cette chance d'avoir un entourage voilà, qui était protecteur et qui a été pour toi très positif entre tes Ouais, parents, comme on en parlait avant, ouais, ton j'ai frère. la chance Mm, d'avoir mon frère déjà, surtout mon grand mm, frère. Et j'ai aussi la chance d'avoir mon père qui est vraiment qui était lui-même footballeur, donc mm, forcément il a toujours pensé football avant toute chose. mm. Et ma mère enfin, on sait, enfin, avec mon frère, on sait tous les sacrifices qu'elle a fait pour qu'on puisse vraiment accomplir notre rêve. Donc, ouais, c'est important d'avoir des gens à côté pour nous aiguiller. Ouais, c'est vrai on pense pas souvent aux parents qui laissent leur enfant partir à 13 ans, gamin, et qui voilà Mm. doivent suivre, le voient pas, ils doivent suivre sa progression. Enfin, voilà, le fait qu'il devienne De un loin, homme ouais. à distance Mm. et avec C'est ça. finalement une influence qui est réduite par définition. Ouais. C'est Pour pas facile, conclure, ouais. quel conseil, ouais, pour conclure, quel conseil est-ce que toi tu donnerais à un jeune qui rêve de jouer professionnel? Un jeune, Hmm. moi déjà, Un jeune de 13 ans qui t'aborde et qui te dit Monsieur Fati, je voudrais devenir pro, qu'est-ce que je dois faire? Ou qu'est-ce que je dois pas faire? déjà, ouais, devenir pro, c'est bien de le vouloir. Mais après, la chose la plus importante, c'est de prendre du plaisir, en fait. Parce que sans la passion, sans le plaisir, tu peux pas arriver à tes fins, en fait.
Et c'est très important de jouer au foot de manière naturelle et de manière vraiment. Enfin, moi, en tout cas, je parle par rapport à mon vécu. Moi, c'est vrai que depuis tout petit, j'ai toujours voulu être pro, mais j'ai toujours joué au foot pour m'amuser, en fait. J'ai vraiment joué ça pour le plaisir. C'est vrai qu'à l'époque, c'était pas comme maintenant. Il n'y avait pas tout ce côté bling bling, ce côté business qui rentrait vraiment, qu'on voyait vraiment en premier plan. C'était vraiment derrière. Moi, je savais pas que, par exemple, je savais pas jusqu'à très longtemps, hein, quand j'étais petit, je savais pas que les footballeurs étaient payés, par exemple. Ouais. Moi, je pensais que les footballeurs jouaient gratuits, jouaient pour s'amuser, Exactement. et voilà, après ils rentraient chez eux, quoi. Et c'est Exactement. seulement un peu plus tard que j'ai appris qu'ils étaient payés, en fait. Par Ouais, tu exemple, croyais, hein, ouais. exemple tout bête, Moi aussi, je mais croyais qu'ils étaient payés en jogging et voilà, et en coup de exactement, soir et en voilà. repas. Moi, je voulais qu'avoir des beaux crampons, des beaux survêtements, un beau maillot. Ça Un me suffisait, en coquet à fait. la fin du match. Voilà, c'est ça. Ouais. Enfin, C'est c'est la pour te plus mettre un belle peu des de primes de contexte, match, tu vois. exactement. Exactement, un petit sandwich, voilà. Et, c'est pour te mettre le contexte, en fait. C'est vraiment, Évidemment. il faut prendre du plaisir, en fait. Le mot-clé, c'est plaisir. Après, c'est vrai que quand tu arrives à un moment de ta jeunesse, à un moment de ta vie, c'est vrai que ça devient très compétitif. Mm. Et là, il faut faire preuve d'un grand mental. Donc, il faut travailler. Après, c'est du travail. Au début, c'est du plaisir. Après, c'est du travail. Mais c'est particulier parce que c'est un peu un mix des deux, un mix entre le travail et le plaisir, en fait. Parce que si tu le prends vraiment comme un travail, tu ne peux pas trop apprécier. Il y a des moments où tu peux péter les plombs, comme beaucoup de jeunes, hein, où tu peux vraiment péter un plomb et tout lâcher, en fait. Et si tu prends ça trop comme un plaisir, tu vas pas prendre justement le foot au sérieux et puis forcément tu ne perceras pas, en fait. Donc il y a un mélange des deux qu'il faut savoir jauger entre le plaisir et le travail. Et en fait, ça s'appelle la passion, en fait. En fait, quand tu as vraiment la passion du foot, il faut persévérer, prendre du plaisir, jouer, je vais jouer. Après, ben, il suffit d'être, comme je dit au début du podcast, à un bon moment, un bon endroit, avec les bonnes personnes aussi, un bon entourage. Et voilà, après, il y a toujours, encore une fois, ce facteur chance qui fait que parmi les 1000, tu es dans les 25, parmi les 25 du centre, tu es dans les 3 pour aller avec les pros, et après, tu commences à jouer en pro, et puis, voilà, la chance, après, il faut la saisir, il faut être prêt. C'est un mix de tout ça, en fait. Donc, en gros, pour résumer, s'il y a un petit qui me dit, je veux être professionnel, moi, je répondrai, écoute, fais du plaisir, entraîne-toi dur, prends du plaisir et ça viendra. D'accord. Moi, il y a une question que je vais pas te poser parce que je connais la réponse. Est-ce que tu prends encore du plaisir et est-ce que tu as encore cette passion pour le ballon rond? Moi, je connais la réponse et la Ah réponse, oui, elle est oui. Ouais, totalement. et ça s'entend. Franchement, totalement. Total. Je prends Total. du plaisir parce que j'ai toujours aimé le foot. Mm. Moi, j'ai 33 ans, mais sincèrement, même moi-même, je me rends même pas compte que j'ai 33 ans. Ouais. J'ai vraiment pas envie de m'arrêter dans le sens où je prends du plaisir à jouer, en fait. Ça veut dire que même, par exemple, on parlait d'argent avant. Bah, il m'arrivait de jouer ici et sans pas être payé pendant 4-5 mois, mais continuer à jouer pour du plaisir, en fait. Parce que je ne joue pas pour l'argent, je ne joue pas pour, enfin, Pour je la joue pas gloire. pour la, Ouais, voilà. tu joues pas que Après, pour l'argent, pour la gloire ou pour ouais, voilà. être invité au restaurant en J'aime Turquie. m'entraîner. Voilà, je viens m'entraîner parce que j'aime ça, j'aime le foot, j'aime cette interaction avec mes coéquipiers, j'aime prendre du plaisir sur le terrain. En fait, voilà, c'est une chose que j'ai toujours fait depuis tout petit. Depuis 13 ans, je le fais quasiment tous les jours, donc c'est quelque chose qui est en moi, en fait. En fait, moi, j'arrêterai le foot quand vraiment je serai cassé physiquement. Mm. Mais je pense pas que je me dirais ah, j'aime plus le foot, j'arrête. Parce que c'est aussi En beaucoup de plus, moi, dans ma sacrifices. carrière, j'ai vraiment voilà, c'est Parce ça, que beaucoup de c'est sacrifices, c'est ça. beaucoup de sacrifices. Là, par exemple, en ce moment, je te remercie encore, tu es en mise au vert, donc par définition, tu es loin de ta famille, et c'est vrai que c'est aussi beaucoup de sacrifices. Et C'est ça. Après, on bah n'en après, parle pas assez. c'est vrai qu'on n'en parle pas assez, mais après aussi, c'est le travail qui veut ça. Il y a aussi Oui, c'est ça. tu sais, dans tous les travaux, dans tous les travails, tu sais, t'as des infirmières qui partent travailler la nuit, qui travaillent de nuit. T'as des hommes d'affaires qui partent aussi loin. C'est une part du travail. Moi aussi, je laisse mes enfants à la maison, mais je pars travailler aussi. Donc c'est pour ça que je te dis, il faut aussi allier le travail et la passion, quoi. On se dit que c'est un travail, mais on prend du plaisir. Et je te le garantis qu'on a de la chance de faire Enfin, moi, je me rends compte que j'ai de la chance de faire ce métier, quoi. Qui est Évidemment. ma passion. Évidemment. Et c'est un métier qui, Voilà. évidemment, fait rêver beaucoup de gens.
Bah, je te remercie Ouais, vraiment en ouais. tout cas de l'honneur que tu m'as fait de venir sur la ligne. Avec J'espère plaisir. à titre très personnel que tu reviennes un jour à la maison, au Racing. Voilà, on t'aime toujours On autant. verra bien. Voilà. Tu reviendras Bien. comme tu es parti comme un Bon, prince, en tu tout cas, reviendras comme un je empereur. reviendrai. J'en Ah, je suis suis sûr. parti comme un enfant, mais je vais revenir comme un vieux. Eh bien, tu sais quoi, même si tu viens dans une chaise, eh bien, on sera là pour te pousser. On te remontrera Bon, tranquille. les endroits de ta Avec jeunesse. Tu plaisir. sais, il y a finalement à Strasbourg, Strasbourg évidemment a changé, mais finalement les installations sont toujours un peu les mêmes. C'est le même stade. Ouais, C'est ouais, exact. ça se ressemble heureusement ou hélas un petit peu toujours. Surtout, Ouais, mais n'hésitez bon, pas. ça va évoluer. Ouais, c'est bon, mais là tu m'as promis que tu passerais, donc maintenant c'est trop tard, c'est enregistré, tu le sais. Hein. Je t'ai prévu. Avec plaisir. Avec plaisir. Surtout, n'hésitez pas à me donner votre avis, à me poser des questions, ainsi qu'à Ricardo, à rebondir sur le podcast. Il est mou, ça fait pas mal. Pour cela, mon Twitter, Mhm. @commercial Monsieur Foot de Foot, MRFOOTDEFOOT. Merci au Cannes d'accueillir le podcast. Abonnez-vous au podcast qui sont disponibles sur les plateformes. Abonnez-vous aussi au compte Twitter @commercial Cannes Football Club. Les choses sont disponibles sur Spreaker et sur la ligne est aussi disponible sur iTunes. Donc, faites une recherche iTunes sur la ligne. Vous trouverez. On va aussi donner ton A commercial. Donc ton A commercial c'est Ricky Fati, Ouais, Ricky Fati. c'est Y. C'est ça. Voilà. Merci encore Ricky. Merci Merci à à toi. Ricardo. Pour Merci pour conclure comme de l'invitation. tradition, ah ben c'était plus qu'un bonheur. Pour Ah, c'était conclure, enrichissant, merci. bon, Ça fait plaisir, ça fait c'est plus plaisir. nous qui avons été enrichis, si je peux me permettre. Pour conclure, comme de tradition, et parce que ça nous fait plaisir à tous les deux, je salue et j'embrasse mon fils Adrien. Ah, bisous.